Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode d'un bruit qui court. Vous l'aurez remarqué, les oiseaux gazouillent, les terrasses s'animent et les guinguettes font le plein. Et hier soir, notre invitée en profitait, elle aussi. Ce qui m'aurait pas posé le moindre problème si je n'avais pas reçu ce message de sa part. J'ai pas eu le temps de finir le questionnaire, on m'attend à la guinguette, mais on trouvera bien de quoi discuter. Il ne manquait plus qu'un petit emoji clin d'œil. Oui, on va trouver de quoi discuter. Parce que, une fois n'est pas coutume, cette émission s'anime à 3 voix. À ma gauche, le pourfendeur des fausses vérités. Sa culture et sa curiosité n'ont de limite que son accès à Internet. J'ai nommé Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien ? Et toi ? Ouais, ça va très bien. Et juste en face de moi, il est artisan de la surprise. À chaque épisode, il façonne sa prise de parole à l'invité qu'il côtoie et nous régale de nombreux clins d'œil à la culture populaire. J'ai nommé Flo. Salut Flo. Bonjour. Ça roule ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Et enfin, celle qui nous fait l'honneur de sa présence à nos côtés. Elle est doctorante en sociologie entre l'université Paris-Cité et l'école supérieure des agriculteurs d'Angers. Sa question de recherche, être agriculteur, un métier pour toute la vie. Elle s'intéresse à ces hommes et ces femmes qui quittent leur exploitation avant la retraite. Pourquoi est-ce qu'on abandonne un métier qui souvent est une identité, un héritage et bien souvent une vocation ? Qu'est-ce que ça nous dit à nous tous finalement de notre rapport au travail ? De grandes questions pour quelqu'un qui était à la guinguette hier soir. Et oui, bonjour. Oui. Salut Caro, bienvenue. Comment vas-tu ? Bah ça va. On est absolument ravis de t'accueillir. Et du coup, puisqu'on parle de guinguette, je te propose de nous mettre un petit peu dans cette ambiance estivale qui, chaque année, au mois de mai, nous rappelle que le soleil a du bon. Alors imagine, on est dans une guinguette et il y a 100 personnes autour de toi. Ces 100 personnes pourraient tout à fait être, finalement, nos auditeurs. Comment est-ce que tu te présenterais à eux ? Tout simplement, Caroline. Ouais. Je dirais un peu sociologue. Un peu sociologue. Un peu, ouais, un peu. Mais pas que. Mais pas que, c'est ça. Et je veux pas juste être sociologue. C'est bien. Voilà, quelqu'un de très simple. Très simple. Qu'est-ce que c'est finalement que d'être sociologue ? Parce que là, je pense que ceux qui nous écoutent peuvent avoir des représentations, CIA qui viennent et tout. Qu'est-ce que c'est ? Et bah, être sociologue, c'est aider, ou pas forcément qu'aider, mais à comprendre la société, le fonctionnement, voilà, des choses assez fondamentales, mais aussi comprendre les comportements, comment on agit, voilà. C'est comprendre comment on interagit entre nous, voilà. Sur quoi tu travailles en particulier ? Parce que du coup, c'est un champ de recherche qui peut être super large. Ouais, alors souvent on se dit on est sociologue du travail, sociologue de la famille, sociologue de l'environnement, du numérique. Souvent on se C'est une rattache. thématique quand même, Ouais. souvent quand tu es sociologue. Ouais, souvent, ou alors on utilise un peu des concepts un peu théoriques. Je suis sociologue, je suis plutôt sociologue de la socialisation, donc bourdieusienne. Moi, je suis plutôt comme ça. Mais après, il y a tous ceux qui vont dire sociologue, je suis pragmatique, qui est un courant, j'arriverai pas trop à vous l'expliquer, mais voilà, on pense qu'on est un peu plus transformé par ce qui nous entoure. Alors que, voilà, par exemple, les sociologues de la socialisation, c'est comment notre société se divise, en fait, en classes sociales. Okay. Voilà. Comment on en arrive là ? Quel est ton parcours pour devenir... Parce que là, doctorante, donc tu es à Bac plus 8. 8 À la fin, je serai à Bac plus 8, oui. Eh bah. Donc, comment on en arrive là ? Vous êtes à combien, vous, les gars ? Pardon, question suivante. Si on revient 8 ans en arrière. 8 ans en arrière, alors moi j'ai un parcours peut-être assez singulier par rapport à d'autres doctorants. Moi j'ai commencé par une licence sciences sociales, parcours animation socioculturelle, éducative, de loisirs. Ces animateurs. Corinne. Et mon objectif, c'était, voilà, moi j'ai envie de travailler dans l'animation sociale. J'aime beaucoup ce côté, on apporte des choses, on apprend des autres. Et puis, j'ai fait une licence où
On a fait plein de projets où il y avait une forme d'épanouissement très forte, où je faisais des stages. Et j'ai fait mon premier stage dans un centre social, dans une direction de centre social. Et j'avais fait une première enquête sur comment fonctionne un centre social dans un milieu rural. Et j'avais fait toute une démarche, un questionnaire. J'avais lu des trucs sur la ruralité, l'histoire des centres sociaux. Et j'avais adoré ça. Et j'avais été accompagnée pour ce stage par une enseignante, une maître de conférence, une maîtresse de conférence en sociaux, et qui m'a dit mais vous êtes fait pour ça. Pour faire de la recherche, ce que vous m'avez rendu, c'est un vrai travail de recherche. Voilà, et en fait, on m'avait jamais vraiment dit dans ma vie que j'avais jamais eu autant de compliments, je pense. Et ça m'a fait du bien de me dire que j'étais faite pour faire des enquêtes et pour comprendre la société. Et voilà. Ça doit être incroyable quand on te dit ça à ce moment-là, parce que toi, tu partais pas du tout pour ça au départ. Bah ouais, moi je partais, je faisais mon bac plus 3, et puis j'étais en L2 à ce moment-là, je faisais mon bac plus 3, et puis j'allais trouver de l'animation voilà, en centre social. Je me voyais bien à la place de la directrice du centre social où j'avais fait mon stage et tout. Et... Je suis là pour vous prendre votre place. Voilà, et là, en fait, révélation. C'est ça, révélation. Et j'ai les copains toujours qui me disent tu viens quand à la direction du centre social Je leur ai dit non, je pense que plus maintenant, mais pourquoi pas. Et donc j'ai fait ce stage, et après donc elle m'a toujours suivi. On est resté en bons termes durant la licence. J'ai fait un autre stage après en maison de retraite, au Franca, en mouvement d'éducation populaire. Et voilà, j'ai continué à faire mes petites enquêtes à chaque fois, le numérique par les gens de l'EHPAD, le centre social, pareil, je me souviens plus trop de la problématique. Ah oui, c'était comment mettre en action les bénévoles, etc. Voilà. Et puis, je me suis dit, ça peut être pas mal un master de sociaux. Parce que, en fait, c'est cette enseignante qui m'avait fait découvrir la sociologie autour... elle est spécialisée dans le hip-hop. Le rap, comment c'est de la culture, voilà, je joue un peu dans tous les sens, mais c'est bien parce que ça raccroche avec l'épisode du mois dernier, qui est justement où on a reçu Guillaume, qui est un rappeur, et qui est très calé dans la culture hip-hop aussi. Ouais. Et j'avais adoré sa méthode d'enquête. Voilà, elle avait été à tous les concerts de Medine, elle était rentrée en contact comme ça en allant au concert. On avait vu toute son enquête. Et puis voilà, je lui ai exposé mon envie de faire un master de sociaux. Et j'en avais vu un sur Paris. Voilà, donc ma licence, il faut dire que je l'ai faite à Cholet. Cholet-Paris. Une petite différence quand même. À quel sujet Moi, quand j'ai annoncé à mes copains de licence que j'allais à Paris, ça faisait un peu un Indien dans la ville. Ah ouais. Ouais. Mais parce que voilà, je viens de la campagne. Ouais, je viens de la campagne, donc qui va à Paris, qui vient de Cholet. Et donc, elle m'a soutenue dans ce projet. Elle m'a fait des recommandations. J'étais même prise dans des masters où, en fait, j'avais pas le niveau. Heureusement que j'y suis pas allée parce que j'aurais pas réussi le master. Et donc, voilà, après, je suis allée en master de sociaux. Et j'ai commencé à découvrir encore plus la socio avec des sociologues. On lit en fait un peu de renom, oui, c'est comme ça qu'on dit, avec des grands noms plutôt. Et puis voilà, j'ai fait mon master 1, j'ai fait ma première enquête, après mon M2. Et en fait, l'idée quand je suis rentrée dans ce master, donc j'avais un projet d'études qui est complètement parti, mais c'était comme je venais quand même d'une licence sciences sociales, animation, culture, etc. Je voulais étudier la culture dans les fêtes rurales. Qu'est-ce qui est écouté comme musique, de quoi on discute, comment sont... Et bon, par facilité, mon projet a changé, mais voilà. Pardon. Je voulais dire, elle ne s'est pas trompée, donc, cette personne. Non, elle ne s'est pas trompée, et franchement, c'est quelqu'un que je place vraiment sur un piédestal assez important, et non, elle ne s'est pas trompée, et je pense que même elle est assez contente de se dire qu'une de ses étudiantes de Cholet
Grâce à elle, si t'en es encore, si t'en es là en fait. Si j'en suis là, c'est grâce à elle, parce que je pense qu'il faut, on peut pas faire ça tout seul, parce que je viens pas d'un milieu intellectuel, je viens pas. C'est beau, c'est une belle histoire. Ouais, non mais. T'as gardé cet ancrage à la ruralité. Tu disais ton premier projet de recherche, ça tournait autour de ça. C'est important pour toi ? Ouais, c'est important, et ce projet de recherche, je le garde toujours en tête de le faire un jour dans ma vie. Cette culture rurale, en fait, je me dis qu'il se passe plein de choses dans la ruralité et on n'en parle pas. Souvent, on a une image de la culture rurale assez je dirais avec des guillemets, mais de beauf. On pourrait faire référence où on est aujourd'hui, au festival. Oui, parce que Caro fait partie. On peut y aller. Hein, faut assumer maintenant. Vas-y, va au bout. Non, je n'irai pas au bout. Je te laisse compléter. Parce que moi, j'ai pas compris. Non, personne n'a compris, mais voilà. On a un petit groupe de copains qui ne sait pas dire Festiboss. Ah oui. Comme c'est Beaufort qui dit Festibof. Ah bah super. Et le petit jeu de mots, voilà, on y est. On est dans le sujet. Flo est en train de s'en aller là. Il est fâché. Je me casse. Voilà. Flo fait partie de l'organisation du Festiboss. J'ai failli mettre mon t-shirt en plus. Je me suis énervé pour une fois. T'aurais dû. Donc du coup, la culture en milieu rural qui a une image plutôt beauf. Qui a une image beauf, et alors que je me dis qu'il n'y a pas de culture beauf ou de culture... On est à Beaufort. Oui, pardon. Non, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Et qu'il n'y a pas de culture beauf et pas de culture... intellectuelle, je sais pas comment dire. Il n'y a pas de culture supérieure à une autre. C'est ça. Moi, j'ai envie qu'il y ait une multitude de cultures et qu'on soit toutes reconnues. Voilà. Mais en tout cas, tu restes attaché aux territoires ruraux. C'est quoi aujourd'hui, concrètement, être doctorant? C'est quoi ton statut, ton activité quotidenne? Enfin, c'est ça. Pareil, peut-être on a des représentations. Ça marche comment tu fais quoi dans ton quotidien, de travail? Dans mon quotidien de travail... Est-ce que c'est un travail déjà? Moi, je le considère comme un travail. Tout le monde ne le considère pas comme ça. Ouais. Pour moi, c'est un travail. Voilà, pendant 3 ans, on m'a financé pour faire une recherche sur un sujet particulier. Et c'est un travail que je pourrais reproduire après sur d'autres missions. Donc pour moi, c'est un travail. Le quotidien d'un doctorant, c'est assez abstrait, je pense. Ça peut faire un peu bizarre. Mais en fait, ça va être de faire beaucoup de littérature, beaucoup de lire de choses, de comprendre comment ça se passe, mais aussi d'aller beaucoup sur le terrain, d'aller faire des entretiens, d'aller voir des gens, d'observer. D'utiliser un peu des courants de pensée qui existent aussi. Je parlais tout à l'heure de Bourdieu, qui est un peu le maître de sociaux, mais de voir un peu... donc le quotidien, c'est ça, c'est de faire de l'analyse de données. Et du coup, tu dis que tu t'appuies sur des courants qui sont existants, qui sont déjà théorisés. À un moment, toi, tu viens apporter, enrichir, enfin, tu viens changer un peu la façon dont on voit les choses. T'exprimes ton avis, en fait, dans cette thèse, ou pas tellement? C'est un peu une forme d'avis. On peut pas dire que quand on est sociologue, on est quelqu'un de super objectif. On peut pas dire ça, mais oui, j'exprime mon avis. Je dis... en fait, j'essaye de voir les récurrences qui se passent dans le comportement des gens. Pourquoi il y a ces différentes façons d'agir. Oui, tu peux pas être totalement objectif parce que ça part de ton point de vue à toi aussi. Toi, en gros, tu te bases sur des textes ou des sociologues ou peut-être d'autres domaines qui existent déjà. En gros, à l'école, tu apprends ces choses-là, donc tu les as en connaissance. Après, tu choisis un sujet et en fonction de ça et des personnes que tu rencontres, et toi, ton avis à toi, là que tu viens écrire ta thèse, donc tu as forcément étayé d'une manière, pas biaisée, mais personnalisée, subjective, quoi. Oui, parce qu'on n'est jamais des gens neutres. Oui. Donc de toute façon, on ne peut pas. Et oui, l'idée de donner mon avis, en fait, l'objectif, c'est quand même de s'imaginer la personne la plus neutre possible et de comprendre tout ce qui a fait qu'elle en est arrivée là. Toute sa trajectoire, toutes les influences qui lui ont constitué un peu
en psychologie, je pense qu'on parle de personnalité, mais pourquoi elle est comme ça voilà, pourquoi on pense comme ça pourquoi ça va aussi au-delà de l'individu, ça va être pourquoi on utilise, moi j'ai une passion autour des chiffres, mais ça va être pourquoi on utilise le système horaire, pourquoi on utilise le système métrique, c'est de comprendre des choses en fait où on se pose jamais trop de questions, pourquoi on va réfléchir en heures plutôt, voilà, pourquoi on va utiliser le centimètre, le mètre. Être sociologue, c'est se poser des questions existentielles pourquoi, du monde. Ça. Quoi. Ouais, le pourquoi. Pourquoi, comment on en est arrivé là. Et la question qu'on se pose tous, est-ce que vous trouvez des réponses? Est-ce que ça amène encore plus de questions? Alors, ça amène beaucoup plus de questions, mais je pense qu'on trouve des réponses et ça permet aussi d'affirmer des mécanismes aussi, de voir que si on a une approche par classe sociale, que oui, il y a toujours des classes dominantes et puis il y a toujours des classes qu'on dit populaires sur lesquelles mais qui ne se rendent pas compte qu'elles sont forcément des classes populaires. Mais oui, on voit quand même des formes de récurrence et donc on voit des formes de réponses. Si j'ai bien compris, les réponses à la question pourquoi, comment, elle va changer entre tel ou tel sociologue. Elle va aussi potentiellement changer en fonction de l'endroit où tu vas la faire, du temps. Si tu fais une étude aujourd'hui, tu refais la même dans 10 ans, en 20 ans, ça va évoluer. Tout change tout le temps, en fait. Ça change. Dans 20 ans, ça va changer parce que le contexte politique ne sera pas le même. Le contexte... Donc, tu auras toujours du boulot. Si on continue, si on dit qu'on a toujours besoin de nous, toujours du boulot, je ne sais pas. Si on continue à se poser des questions voilà. Et chercher des réponses. Et je pense que c'est important en général, les sciences sociales, c'est quand même important pour prendre du recul sur plein de choses. Sur le monde dans lequel on vit. Ouais. Voilà, c'est ça. Sur les façons d'agir, il y avait pas mal d'études sur la question, je sais pas, sur les lois des retraites, sur qu'est-ce que ça fait de prendre sa retraite à 55 ans plutôt qu'à 65 ans. Ça permet de réfléchir à tout ça. Avant de parler concrètement de la recherche que tu mènes en ce moment, on va laisser la parole à Mathieu, qui nous a... Qui nous a préparé la suite. Oui. La suite du vrai ou faux du mois dernier. Est-ce que vous vous souvenez du vrai ou faux du mois dernier? L'histoire de vache. Vinci, Florian. Je vais la répéter après. Le vrai ou faux du mois dernier. Ah oui, des vaches qui étaient inscrites à l'école. Exactement. Oui. C'était le petit village, un village alsacien qui s'appelait Moche. Moche. Alors, je crois que j'ai cherché, je crois comprendre que la prononciation, c'est Moche. Voilà. Donc, ce petit village, en fait, était au bord de la fermeture d'une classe. Et donc, ils ont inscrit 5 jeunes vaches pour potentiellement éviter la fermeture de la classe. Et donc, je voulais vous tenir au courant voilà, est-ce que ça a fonctionné ou pas. La réponse. Voilà. Et bien, malheureusement, non. Très peu de temps après l'enregistrement de la chronique du mois dernier, la fermeture définitive, elle a été confirmée. Alors, il faut quand même revenir sur l'école. Pour maintenir cette classe, il fallait 100 élèves. Ils étaient à 96. Donc, pour 4 élèves, ils ferment une classe. Donc voilà, c'est dégueulasse. Je vais moche. Bravo. Moi, j'aime bien quand l'invité se met à faire des choses comme ça. C'est formidable. Ça me plaît parce que d'habitude, mes camarades, ils me regardent un peu de travers quand je fais ce genre de choses. Je vais vous lire une phrase de José. Alors, je vais essayer de pas d'écorcher son nom. De José Schruoffenger. C'est le maire. T'as écorché son nom là. C'est le maire. C'est alsacien, c'est imprononçable. C'est le maire du village qui a écrit dans les colonnes du Parisien. L'éducation nationale n'est plus gouvernée par des pédagogues, mais par des comptables. Les enfants sont des variables d'ajustement du budget. C'est à vomir. Ça ferait un bon sujet d'études sociologiques. Voilà. Donc ces vaches, elles avaient vraiment été inscrites. Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bon. Puisqu'ils ont dû se rendre compte que c'était des vaches. Au bout d'un moment. Restons avec nos amis les bovins. Donc, un vrai ou faux bovin. Il existe un jeu
où l'on parie sur l'endroit exact où une vache va faire sa bouse. Oui. Vrai ou faux? Ah, vrai. c'est vrai. C'est vrai. L'autobus. Oui. Vous avez vu aussi l'info? Je trouve ça génial. Moi, je connaissais pas le On nom. vient de la campagne, mais... Exactement, ce jeu porte bien le nom de l'autobus. Donc pour nos auditeurs, donc il y a un quadrillage dans un champ avec toutes les cases sont numérotées et donc après on lâche une vache et l'endroit où elle fait la bouse. Alors, donc il y a bien sûr les tickets qui sont vendus. Donc on mise sur un carré, genre c'est un quadrillage comme... Exactement. Par exemple, là, donc à Saint-Hilaire-des-Landes, en Bretagne, il y avait la dernière édition. Donc, il y avait 990 cases exactement. Ah oui, quand même. Donc, tous les tickets ont été vendus. Après, ils lâchent la vache. Et voilà, il y a quand même jusqu'à 100 € de gains à gagner. 1000 euros, pardon. 1000 euros. Et en gros, tu gagnais. Il y avait une première bouse. Donc, le premier gros lot, le deuxième bouse, troisième bouse, etc. Oh là etc. là. Donc, alors, par contre, le petit truc de ce truc-là, c'est quand même, ça peut être long. Oui. Ah oui. Parce faut que attendre que... faut attendre. Des fois, ça peut être rapide ou long. Donc des fois, tu attends. J'avais bien mangé la vache. Donc c'est quand même drôle. Tu imagines quand même des centaines de personnes autour à regarder, à attendre qu'une vache. J'imagine très bien, oui. fasse son office. Voilà. Allez, sans transition aucune, on va changer complètement d'univers. Là, on part dans le Far West. Oh. Vrai ou faux? Les frères Dalton, que vous connaissez, je pense, tous bien. Une affaire de Luke et Luke. Donc il y a quand même une transition. Ah, il y a quand même une transition, c'est vrai. Joe William. Merci. Jack Avril. Les frères Dalton ont-ils réellement existé? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Moi, je dis vrai. Ouais. Eh bien, c'est vrai. Wow, on est trop fort. À la fin du 19e siècle, Bob, Grat, Emmett et Bill Dalton sont des véritables hors-la-loi américains. Alors, avant ça, ils ont quand même, certains étaient shérifs adjoints, mais bon, ils ont basculé quand même du côté du crime, braquage de banques, de trains, voilà. Et ils se sont fait choper en 1892 à Coffeyville, qu'ils ont été après mis en prison. Ils ont été attrapés par un Lucky Luke. Alors j'ai pas trouvé par contre que Lucky Luke ait vraiment existé. Dommage. Exactement. Donc voilà, c'est quand même drôle. En fait, beaucoup d'auteurs s'appuient sur des faits réels. Donc, alors, on va finir sur le dernier vrai ou faux de la saison. Quand même, on est d'accord que normalement, aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la saison. Oui. Donc, je vais faire là, je vais partir un peu sur... c'est ce qui se dit. Plus ou moins. Un petit tips. Alors, vous allez avoir la réponse, mais un petit tips de comptoir. Vous allez pouvoir en parler à l'apéro, j'espère, normalement. Vrai ou faux? Quand on boit de la bière, on va souvent aux toilettes. D'accord? Vrai. C'est pas ça la question. Ah. Est-ce que ce phénomène d'aller souvent faire pipi quand tu bois la bière, est-ce que c'est dû à la grande quantité d'eau? Mais pas que. Est-ce que serait dû aussi à autre chose, comme par exemple le houblon? Vrai ou faux? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le houblon? Est-ce que c'est autre chose? Tu veux dire que le houblon aurait des propriétés diurétiques? Alors diurétique, ça veut dire ça donne envie de faire pipi. Ouais, voilà. Aux auditeurs qui bien dit, c'est bien dit. Bon, allez, moi je dis vrai. Enfin vrai, houblon vrai. Houblon diurétique? Houblon vrai? Vrai. Ouais, je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai en effet. Oh là là. Et oui, je vais vous expliquer tout ça. Que de connaissances autour de cette table. Ah oui, c'est vraiment, on apprend tout en s'amusant. Donc la bière, en effet, la bière a bien sûr un effet diurétique parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau dedans. Hein. On boit souvent, on boit pas comme la même dose de vin ou la dose de bar est plus volumineuse. Donc et dedans, en effet, Attends, je reprends mes notes. Donc le houblon, il a en effet un rôle favorisant l'élimination de l'eau par les reins. Donc c'est prouvé par la science. Il y a des études qui ont observé qu'une consommation modérée, hein, bien sûr, on parle avec modération, de bière pouvait réduire le risque de calculs rénaux, notamment grâce à ses effets diurétiques et à certains composants du houblon. Malheureusement, à côté de ça, il s'ajoute l'alcool. Ah oui. Donc l'alcool, par contre, il y a un autre mauvais côté, c'est que là, ça bloque une hormone qu'on appelle la vasopressine, normalement chargée de limiter la perte d'eau. Donc en fait, ça vient un peu contrebalancer quand on dépasse une certaine dose de bière. Et donc ça fait l'effet inverse. Et oui, parce qu'on est déshydraté par l'alcool. Ah oui. Et oui. Donc le petit verre d'eau, le petit verre d'eau quand on boit de l'alcool au bout d'un moment, c'est quand même pas mal. Merci à vous. Eh bien, merci Mathieu pour peut-être un message cette de santé publique. belle tranche de savoir.
Heureusement qu'on a des vrais scientifiques pour s'intéresser à ça. Tu veux dire des sciences dures. Des vraies sciences. Des vraies sciences. Parce que la sociologie, qu'est-ce que c'est comme science ? Est-ce qu'on dit que c'est une science molle alors ou... Souvent, c'est vu comme ça, mais c'est plutôt une science parmi d'autres sciences. C'est pas considéré comme une vraie science, en tout cas, c'est ce que tu es. Souvent, c'est pas une science qui est légitime, vraiment. Souvent remise en question, parce que ça dérange comme science. Oui, c'est pas comme les maths, la physique, etc. Oui. Où là, c'est des choses où tu as, entre guillemets, une réponse. Tu as un truc vrai qui est théorisé. Qui est très théorisé, mais c'est aussi un peu de l'invention. Oui, c'est ça. On a créé les maths, on a créé la physique. Oui. Et puis, c'est les études qui permettent d'avancer là-dedans aussi. Oui. Alors que c'est vrai que peut-être la sociologie ou d'autres sciences qui sont plus sciences humaines, on va plus facilement les remettre en question parce que justement, il peut y avoir un avis, comme on disait tout à l'heure. Oui, il peut y avoir un avis qu'en maths, 2 plus 2 égale 4. Et... il ne remettra jamais ça en question, alors que si on s'intéresse à la création du chiffre 2... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, la passion des chiffres revient. Mais on n'est pas tellement là pour parler chiffres. Moi, je voudrais savoir quel est ton sujet d'étude en ce moment. En ce moment, donc je vais plutôt parler de ma thèse. En ce moment, donc mon sujet sur ma thèse, c'est sur les agriculteurs qui vont changer de métier avant l'âge de 55 ans. Qui vont faire une petite carrière, qui vont faire pas forcément qu'une petite, mais qui vont être agriculteurs. Et puis un jour, ils vont quitter ce métier pour aller faire autre chose. Et donc toi, concrètement, tu fais quoi là-dessus ? Et donc, moi, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui les conduise à un moment donné à changer de métier. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Dans quoi ils vont se réengager professionnellement. Ok. Voilà. Donc, tu pars à la recherche de différents agriculteurs, différents anciens agriculteurs. Ouais, c'est ça. Je suis allée rechercher dans tous les pays de la Loire des agriculteurs. Ils sont plus agriculteurs, des personnes qui ont changé de métier avant l'âge de 55 ans. Quand je les interroge, ça fait au moins 5 ans qu'ils ont changé de métier pour prendre vraiment ce recul, pour avoir le recul sur leur réengagement pro. Après avoir eu ce métier qui est souvent défini comme un métier qu'on fait par vocation, qu'est-ce qu'on fait c'est ça. Et je vais voir je pense que c'est important de le préciser, des gens qui sont partis parce qu'ils ont voulu je sais pas si on peut dire vouloir, mais qui ont décidé de partir eux-mêmes. C'est pas l'État qui leur a dit vous avez plus les moyens financiers, donc c'est toutes les procédures judiciaires qui leur disent vous pouvez pas rester agriculteur parce que vous avez plus les moyens économiques. On pense aux liquidations judiciaires. Donc je suis pas allée voir ces gens-là. Je suis vraiment partie voir des gens, certains ont des difficultés économiques, mais qu'on fait eux-mêmes l'acte de prendre la décision de partir. Et quelles sont un peu les raisons, les motivations qui sont mises en avant, principalement pour changer de métier, justement ? Alors, c'est compliqué de se dire qu'il y a une raison. C'est vraiment un faisceau de raisons, une interdépendance de raisons qui fait qu'on change de métier. Et là, ce que moi, je montre dans ma thèse, en fait, c'est une forme de... j'utilise un concept sociologique, mais vous allez le comprendre, c'est une perte d'illusion. C'est un peu comme l'idée de désillusion vis-à-vis du métier. C'est le fait d'avoir cru... dans le métier, et puis à un moment donné, on va avoir sa vie de famille, on va avoir des problèmes de santé, on va avoir les injonctions de l'État, des difficultés économiques qui vont faire qu'un jour, on remet en question son projet d'être agriculteur. La surcharge de travail aussi, de se dire j'ai mes copains qui sont salariés, qui partent en vacances, et moi, je pars pas en vacances. Et donc voilà un peu de la forme de raison du pourquoi on partirait du métier, alors qu'au départ vraiment ils voulaient faire ce métier mais finalement il n'y a pas besoin d'écrire une thèse, t'as tout résumé. Ouais, mais ça il fallait quand même le mettre à plat. C'est long à écrire Et du coup comment ça se passe d'écrire une thèse? Ça se passe que j'ai récolté des entretiens, j'ai fait aussi des stats parce qu'il n'y avait pas on ne savait pas les chiffres sur combien ont changé de métier avant l'âge de 55 ans, sortaient de leur métier avant l'âge de 55 ans. Donc j'ai fait des stats et ça se passe que j'ai donc fait des entretiens. J'analyse tous ces entretiens. J'ai échangé pendant généralement entre 2h30 et 3h avec ces anciens agriculteurs et agricultrices sur leur parcours.
à la fois leur entrée dans le métier d'agriculteur et puis leur sortie, leur reconversion. Plus de la lecture, plus de la lecture, des chiffres, et j'ai aussi fait des observations de formation qui accompagnent les agriculteurs à prendre une décision de rester ou non dans leur métier. Et combien alors quittent il t'a un chiffre ou pas J'ai un chiffre sur 100 départs d'agriculteurs, tout âge confondu. Il y en a 20 qui sont avant l'âge de 55 ans. Donc, et ça, c'est sur la région sur national, ça. Ça a une donnée ça nationale. Voilà. Ces personnes qui partent, est-ce qu'il y a une tendance un peu de reconversion après ? Est-ce qu'elles vont un peu dans le même champ professionnel, vers les mêmes métiers naturellement ou pas ? Alors, c'est tout ce que j'interroge dans ma thèse. En fait, je me demande si est-ce que quand on change de métier, on peut appeler ça une reconversion dans le sens où une conversion dans le sens un peu, j'ai repris les concepts un peu de la religion, mais est-ce que quand on change de métier, on se transforme vraiment ou est-ce qu'on garde un peu des habitudes d'agriculteur, de ce qu'on appelle des dispositions et en fait, pour le moment, j'ai pas écrit ce chapitre de ma thèse, donc je peux pas trop vous le dire, mais on voit qu'il y en a certaines qui vont garder des pratiques, qui vont avoir un rapport au travail très lié à ceux que les agriculteurs ont. Pour eux, le fait d'être à 35 heures, ils ont l'impression d'être en vacances. Ça crée certaines fois des tensions avec leurs collègues qui, pour eux, à 17h, on finit le travail à 17h, pas à 17h21. Donc, il y a ça. Mais en même temps, après, ils s'habituent. Ils ne se reverraient pas être à leur compte, même dans d'autres activités. J'ai des agriculteurs qui sont devenus souvent, j'en ai 2 dans mon corpus, qui sont devenus ambulanciers, chauffeurs de taxi. Ouais. On pourrait se dire qu'ils pourraient faire cette activité à leur compte, mais non, en fait, ils préfèrent ce statut de salarié, cette protection du salariat, et puis avoir 5 semaines de congé par an, travailler sur des heures définies. C'est des personnes qui étaient à leur compte avant. Ouais, en gros, qui étaient agriculteurs, donc ils étaient indépendants. Ouais. Et en fait, ils sont devenus ambulanciers, chauffeurs de taxi salariés. Et ils veulent rester salariés alors qu'on leur a proposé des fois des cartes de taxi. Mais non, ils se sont dit c'est plutôt pas mal ce statut de salarié. Oui, donc il y a une question à la fois de métier et de statut aussi. Ça, c'est une autre motivation peut-être. Il y a une majorité des anciens agriculteurs indépendants qui partent vers le salariat. Et donc c'est plutôt ça. Ça, c'est un des grands résultats. Donc j'en ai vu 32. Et sur les 32, j'en ai que 2 qui sont aller vers de l'indépendance. Okay. C'est vraiment ce que j'interroge aussi, parce que c'est quand même assez étonnant. Voilà, l'indépendance, ça fait rêver. Et on voit qu'eux, ils ne retourneraient jamais indépendants. Elles. Tu as rencontré des femmes aussi ? Ouais. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais par exemple, j'ai une typologie d'agriculteurs sortants de leur métier. J'ai les établis. C'est des agriculteurs qui sont restés très longtemps dans le métier, souvent des héritiers, c'est-à-dire des enfants d'agriculteurs qui sont installés sur l'exploitation familiale. J'ai les agriculteurs de passage installés un peu tard, après des détours professionnels. Ils sont enfants d'agriculteurs, mais bon, pas tous. Ils sont devenus agriculteurs pour l'indépendance et qui restent à peine une dizaine d'années dans le métier. Et j'ai aussi toute une part de... Ça, je ne m'y attendais pas forcément, mais ce que j'ai appelé les agricultrices en milieu de carrière. Ils sont devenues agricultrices à leur demande de leur conjoint, qu'ils ne voyaient pas tout seuls sur l'exploitation, mais aussi pour pouvoir gérer toute la vie familiale. Et puis, en fait, qui quittent le métier quand leur conjoint quitte le métier aussi. Ça va de pair souvent, pour ces profils-là, du coup. Ouais. Ça va, en fait, elles sont tout le temps... ces femmes agricultrices sont souvent dans une forme d'adaptation, tout le temps, pour répondre aux attentes de leur conjoint. On va arriver pas loin de la fin de notre échange. Est-ce que par rapport à ce sujet, il y a des choses un peu importantes que tu voudrais partager, en tout cas, sur lesquelles on t'a pas forcément questionné parce qu'on ne connaît pas l'étendue de ton travail ? Il y a 500 pages. Ça va être un travail de 500 pages, donc c'est assez dur de dire qu'est-ce que je peux dire. Mais alors, pour poser la question différemment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert pendant ce travail de recherche auquel tu t'attendais pas du tout et que tu aurais envie de nous partager ? En fait, c'est peut-être si je reviens sur mes agriculteurs, souvent on a une image assez misérabilisme de l'agriculture. Et puis même on se dit ils sont partis, c'est triste. Et en fait, moi j'ai rencontré des gens, c'est 5 ans après, mais qui sont plutôt heureux dans leur vie et qui sont contents d'avoir fait ce métier et aujourd'hui qui sont aussi contents de faire un autre métier.
Ils regrettent pas leur choix. Ils regrettent pas leur décision, non. C'est passer le cap de lâcher le métier qui leur tenait à cœur. Je pense qu'il est difficile, mais une fois qu'ils l'ont fait, c'est ça. Ça se passe beaucoup mieux du coup. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a personne qui part et qui revient. Non, c'est une de mes questions, mais dans mes entretiens. Mais non, aucun se reverrait agriculteur ou agricultrice. Même salarié dans une exploitation. Ouais, parce que voilà, leur phrase c'est on va pas soigner les vaches des autres. Ouais. Merci Caro pour tout ça. Alors c'est très frustrant parce qu'on n'a pas parlé de toutes les activités que tu avais à côté, les autres recherches, l'activité que tu peux avoir qui consiste à enseigner aux autres, ça fait partie de ton activité. On approche de la fin et peut-être même on te réaccueillera plus tard. Mais merci de nous avoir partagé tout ça. Ouais. Et on va... C'est encore hyper frustrant, il y a 1000 questions encore. Toujours. Rien que sur la sociologie, sur la thèse, sur comment ça marche. Effectivement, là, tu travailles sur un sujet, mais du coup, après, tu vas être amené à travailler sur d'autres sujets en tant que sociologue. Et rien que ça, si on a 2 minutes après, si jamais, revenir sur le pourquoi, le comment ça marche, tout ça. Carrément. En attendant, on va donner la parole à Flo avec la chronique surprise. La chronique surprise. Aujourd'hui, c'est une vraie chronique surprise. Tellement surprise qu'elle l'est aussi pour moi. Ça fait un moment que je cherche un sujet en lien avec la sociologie et je n'ai pas l'inspiration. Je me suis dit que c'était pas grave, que j'aurais la matinée avant l'enregistrement pour écrire. Et puis, d'idée en idée, je me suis lancé à avancer sur mon chantier de maison. Donc, nous voilà arrivés à 1 heure de l'enregistrement et toujours rien. Ça va, on est large. Parfois, on ne sait pas pourquoi les idées viennent d'elles-mêmes et pop! Comment on appelle les gens qui font tout au dernier moment ? Les procrastinateurs. Ah oui, c'est bien ça. Il doit bien y avoir quelque part dans l'univers ou sur Internet un article sociologique sur la procrastination. Comme il me restait encore un temps infini d'environ 30 minutes, 2 articles et 3 vidéos courtes plus tard, j'avais compris 2-3 trucs. 1. On procrastine tous, c'est normal. On n'a pas toujours la force, l'envie, les bons éléments pour se mettre à l'action. 2. Procrastiner, ce n'est pas être feignant. C'est, comme je l'ai dit avant, qu'on n'est pas forcément dans le bon contexte. 3. C'est parfois utile. On repousse le stress qui nous encombre pour agir à un moment plus opportun. Et enfin 4. Parfois, ce n'est pas parce qu'on procrastine qu'on ne s'attaque pas physiquement à la tâche, qu'on ne travaille pas dessus. Il y a un travail mental qui s'effectue en fond de tâche et qui fluidifie le moment de mise à l'action. Il permet d'écrire une chronique en 30 minutes avec des idées auxquelles on avait déjà pensé auparavant. Par exemple. Donc procrastiner un peu, mais pas trop. Je remercie donc Fabien Olicard et Albert Monquiébert d'avoir su vulgariser la procrastination pour que je comprenne comment ça marche dans ma tête. Ce n'est peut-être pas tout à fait de la sociologie, mais au moins j'ai fini par écrire ma chronique à temps. Bravo. Alors ça c'est ce qu'on pourrait appeler du talent, je crois, parce que c'est vrai qu'il avait déjà parlé de faire une chronique sur la procrastination. Bravo. Félicitations. Merci. On avait quelques questions sur la façon dont ça fonctionne techniquement. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais savoir. Donc là, tu es en doctorat. Une fois que ton doctorat est validé, en sociologie, du coup, tu vas travailler par mission. Tu es embauché dans une entreprise. Tu es embauché. Comment ça marche ? Ça marche que il y a différents types. Il y a par mission. Ça peut être par mission dans des entreprises, dans le privé. Puis il y a le côté public, mais les débouchés sont assez... Il n'y en a plus trop maintenant. Ouais. Donc ça peut être aussi tout ce qui est chargé de recherche au CNRS, dans les universités, maître de conférence à l'université. Et puis sinon, souvent c'est par mission, sur des petits projets des petits projets de recherche par-ci, par-là. Et donc toi, tu te spécialises dans un domaine, par exemple ? Oui, je suis plutôt dans un domaine et puis aussi dans des méthodes. Moi, je suis quand même plutôt... je fais pas mal de quanti, c'est-à-dire de statistiques, parce que je sais que c'est un peu ce qui est recherché sur le marché du travail. Donc, je me dis que ça me plaît bien. Mais j'aime bien les chiffres, voilà. Ok. Voilà. Et donc, comment tu te projettes après ? Pour le moment, je me projette pas trop. Déjà, je vais essayer de finir d'écrire ma thèse. Et puis après, je verrai ce que je fais. Voilà, des vacances. Des vacances. Des longues vacances. Voilà. Ou une reconversion. Voilà. Je vais me lancer dans l'agriculture. Non.
On va passer par quelques recommandations. Je vais donner la parole à Mathieu. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci ? Eh bien, je vais vous recommander une application. Est-ce que ça vous arrive de vous faire démarcher par téléphone ? Ouais. On va dire plusieurs fois par semaine, ça peut arriver même d'avoir des numéros de téléphone inconnus. Et maintenant, en plus, 07, 06, tout à fait. C'est chiant. C'est censé être interdit, il me semble. Oui, je crois qu'il y a une loi qui a passé. Mais en attendant, moi, je vous propose une application qui s'appelle Ça raccroche. C'est une application française. Il n'y a pas de pub, c'est gratuit. Cocorico. Vous la téléchargez. Vous lui donnez l'accès en fait au journal d'appel. Et en fait, ça va. Moi, depuis que je l'ai installé, en tout cas, alors il y en a encore quelques-uns qui passent. Mais franchement, ça m'en bloque des fois. Il y a le journal, mais j'ai regardé la dernière fois, il y avait 3, 4, 5 qui avaient été bloqués. Donc c'est vraiment top. C'est pour ça que tu réponds jamais au téléphone quand on t'appelle. Ça rappelle pas. Bravo, deuxième. Exactement, ça raccroche, mais ça rappelle pas. Donc ça raccroche, c'est une petite application, une sorte de patte d'animal qui tient un smartphone dans un encadré jaune. Voilà, moi j'avais vu ça sur le site de France Info. Donc c'est une appli vérifiée. Ok, très bien. Merci Mathieu, merci pour ce partage. Flo, ça te fait quoi d'apprendre que tu es classé en spam par une appli chez Mathieu ? Ça me fait mal au cœur quand même. Oui. Est-ce que tu veux nous partager une petite recommandation pour aller mieux ? Oui, je vais parler d'un événement qui aura lieu très bientôt à Beaufort-en-Valais. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Le Festibos, festival de musique actuelle qui fête ses 20 ans d'existence le 4 juillet à Beaufort. Bon anniversaire. Bon anniversaire à eux. Et donc, avec une belle programmation, Va-nu-pieds, Les Yeux de la Tête, Archimède, Tomahawk. Et en plus de ça, du coup, un concert de Cerbère qui a travaillé avec l'école de musique locale. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur Facebook, Instagram ou acheter vos places sur Hello Asso. Donc j'espère vous croiser le 4 juillet à Festibus. Et surtout, Caro, voilà. Ouais, je vais rester sur mathématiques sociaux. Ouais. Et je me suis dit que j'allais vous partager une bande dessinée vachement bien. Ah ouais. C'est Marion Monteil, la dessinatrice qui a fait plein de BD de vulgarisation et qui a écrit avec des sociologues, Monique et Michel Pinson-Charlot, qui sont des sociologues qui ont étudié les classes bourgeoises et qui ont fait une BD qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi ? Et en gros, toute la BD nous donne le mode d'emploi si un jour vous gagnez au loto, pour savoir comment se comporter en tant que riche. Ah oui, parce qu'il y a des comportements attendus. Voilà, et vraiment sympa cette BD. Merci Caro, merci beaucoup. Et toi Vincent, tu as une recommande pour aujourd'hui ? Oui, moi ce sera plutôt un événement, c'est le Ludofest qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains au Parc Expo d'Angers. C'est la 2e édition, 5000 passages l'année dernière. C'est un événement qui est gratuit et organisé par Ludotrotteur, boutique de jeux à Angers. Sur place, on retrouve plein de choses différentes, une bourse aux jeux d'occasion, un bar à jeux, une zone prototype avec 500 € à gagner pour le coup de cœur du public en quelque sorte. Donc vous allez pouvoir tester des protos, rencontrer leurs auteurs et tout. C'est super bien fait, une zone association et un tournoi de puzzle et un tournoi de TCG, les cartes. Okay. Mathieu va connaître beaucoup mieux que moi les cartes. Carte à jeu, la carte à jouer, c'est ça. De style Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, etc. Tout à fait. Donc 13-14 juin prochain au Parc Expo d'Angers. C'est noté. Voilà, eh bien, on est déjà rendu à la fin de cet épisode. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, le 9e épisode, en fait, c'était le dernier dans lequel on recevait une invitée. Merci Caro encore d'avoir été avec nous. Caro. Merci à vous de m'avoir accueilli. Pour autant, c'est pas le dernier épisode de la saison, puisqu'on se retrouvera pour un 10e et ultime épisode. On fera quoi ? Eh bien, justement, ce sera le bilan de la saison, mais surtout, le bilan du... stagiaire. Oui, le bilan du stagiaire. Oh là là. Le stress. Ouais, t'as intérêt de bien préparer ça, t'as un mois pour le faire. Et si t'as des soucis, tu t'appuies sur la chronique procrastination de Mathieu et tu te feras comment faire. Alors moi c'est Flo, pardon. Flo, pardon. Il est temps que la saison arrive au bout là. Fin de saison, on est fait. Merci encore d'avoir été avec nous. À bientôt Caro. Oui, à bientôt. Les gars, rendez-vous le mois prochain. Salut.